Comme vous pouvez voir, non, je n'ai pas retiré mon décor du temps des fêtes, puis parce que ben j'ai pas le temps de le mettre, de l'enlever, de le mettre, puis de l'enlever, de le mettre, puis de l'enlever. Ça fait qu'il va rester de même, puis il va rester de même pour toujours, même si vous le regardez rendu en janvier, rendu au mois de juin. Vous allez savoir, je l'ai tourné dans le temps des fêtes, puis c'est pas grave parce que le contenu reste le même. Commençons avec notre introduction. Je savais pas pourquoi le nom Algernon sonnait vraiment bon comme le nom à donner à une souris, avant de tomber sur le roman puis de comprendre l'immense impact littéraire qu'il a eu. Sur ceux qui l'ont lu, oui, évidemment, mais aussi dans la culture générale inconsciente des gens aussi. Voici une preuve non officielle. Jake Peralta, dans la première saison de Brooklyn Nine-Nine, a nommé la souris qui vivait dans son bureau Algernon. Et on sait, pour ceux qui ont regardé la série, que Jake est clairement pas le genre de personne à avoir lu le roman, du moins pas avant la saison 5. C'est pourtant clairement pas un hasard que le nom Algernon soit tombé sur la table des scénaristes ou même dans l'inconscient du personnage de Jake, ou comme dans la mienne. Tout ça pour dire qu'on reconnaît peut-être inconsciemment la présence de Algernon dans la culture internationale populaire sur la liste des prénoms à donner à une souris. Un peu comme genre Fido à un chien, mettons. Et tout ça, c'est peut-être grâce à Des fleurs pour Algernon, qui oui a laissé une grande marque dans la littérature américaine, mais également la liste des noms iconiques à donner à sa souris. Ou bien cliché, là, dépendamment de votre point de vue. Rentrons maintenant donc dans le vif du sujet. Voici Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Né à Brooklyn en 1927, Daniel Keyes est un auteur américain décédé en 2014. Des fleurs pour Algernon va être un de ses écrits les plus connus. Elle a d'abord été publiée sous forme de nouvelle en 1959 et a gagné le prix Hugo de la meilleure nouvelle en 1960. Le roman officiel que nous reconnaissons aujourd'hui a été publié en 1966 et a lui aussi reçu un prix, le prix Nebula du meilleur roman en 1966. La première adaptation cinématographique du roman, Charlie, a été créée en 1968 et plusieurs autres adaptations ont été créées depuis, pour la télévision, le cinéma et même le théâtre. Keyes a également publié une autobiographie, Algernon, Charlie et moi, qui explique le processus créatif qui l'a mené à publier cette grande œuvre. Publiée originalement sous le titre anglophone Flowers for Algernon, la traduction française a été publiée chez J'ai lu en 1972. Charlie travaille dans une boulangerie. Des petits travaux bien simples qui demandent pas beaucoup de travail intellectuel, on va dire ça comme ça. Il est approché par un groupe de scientifiques qui souhaitent porter une expérience sur l'intelligence humaine. Donc en lui faisant subir une chirurgie à Charlie qui le rendrait intelligent. De bonne foi puis enthousiasme, Charlie, il accepte. Il passe une série de pré-tests avant l'opération et subit finalement la chirurgie. Suite à cette opération, l'intelligence de Charlie devient exponentielle. Il devient pratiquement un des humains les plus intelligents de l'humanité. Algernon, c'est la souris sur laquelle les scientifiques posaient leurs tests et ont fait subir l'opération avant de la faire subir à un sujet humain, donc Charlie. C'était la souris la plus prometteuse et la plus avancée de toute l'expérimentation. Mais personne ne savait encore si l'intelligence d'Algernon allait poursuivre ou continuer d'évoluer jusqu'à un certain stade, ou du moins savoir si elle allait rester à long terme. Ce n'est d'ailleurs pas le cas. Charlie remarque un jour que les capacités intellectuelles d'Algernon commencent à régresser et il en conclut justement que ce sera de même pour lui. Dès la réalisation de cette fatalité, Charlie va faire tout ce qui est en son pouvoir pour servir son intelligence au bienfait de l'expérimentation, de pousser la recherche jusqu'au maximum. Il souhaite compléter les données nécessaires pour qu'il y ait un jour, peut-être possiblement, une phase 2 à cette expérimentation où qu'on puisse au moins la retenter avec peut-être quelqu'un d'autre. Il sombre jusqu'à ce qu'il quitte pour se faire enfermer dans une maison adaptée, rendu au stade où il arrive même presque plus à écrire. Pour ce qui est de la structure, on passe à travers l'histoire de Charlie et Algernon à travers les comptes rendus de Charlie qu'il écrit dans le but de l'expérience. Donc on pourrait dire que ça ressemble un petit peu à un roman épistolaire. Le roman commence avec des comptes rendus courts, très mal écrits, et on comprend que le personnage ne correspond pas vraiment à ce qu'on considérait être des capacités intellectuelles adaptées pour son groupe d'âge. Charlie est un adulte. Après l'opération, à partir du 7e compte rendu, on voit une immense évolution à travers l'écriture et tranquillement dans les capacités de raisonnement et de communication de Charlie. À travers ses écrits puis la structure d'écriture qu'il utilise, je veux dire. On suit grandement l'évolution mentale à travers la structure de l'écriture. C'est là qu'on voit vraiment la prise d'intelligence puis la grandeur de l'intelligence que ça prend. C'est donc important de garder un œil très attentif sur le processus d'écriture de l'auteur et sur ses techniques d'écriture, car il a su nous transmettre toute une évolution de personnage, oui dans le récit en tant que tel, mais aussi dans le visuel des mots qu'il a choisis. Écrit et précisé avec soin. Good job à la traduction, by the way. Pas facile de traduire une œuvre remplie de fautes précises, dans une langue surtout qui ressemble pas vraiment à une autre. On aurait facilement pu perdre beaucoup de l'intention de l'auteur si la traduction avait été mal faite. Mais je suis tellement très curieuse d'aller lire la version originale, pour vraiment y découvrir l'intention littéraire pure de l'auteur. J'ai dit que dans la version originale, l'auteur doit sûrement écrire intelligent en 2 mots, et c'est pour cette raison que la traduction française l'écrit comme intelligent, comme s'il y avait un petit accent. Et comme ce détail peut être vraiment difficile à traduire selon les langues, d'ailleurs on le voit avec la langue française, ça n'a pas été tout à fait
précis. Je suis intriguée à savoir quel autre type d'erreur voulue de l'auteur on aurait pu manquer ou qui ont pu être malheureusement évitées dans la nouvelle traduction ou dépendamment des traductions. Bref, revenons à la structure. Le roman comporte 251 pages dans la version que moi j'ai lue. C'est d'ailleurs la maison d'édition dans laquelle je l'ai lu. Quel bon gag. Et c'est précisé comme étant du genre de la science-fiction. Le texte est divisé donc par les comptes rendus de Charlie. Il y a au total 17 comptes rendus. Mais ces comptes rendus sont aussi sous-divisés à travers des dates que Charlie nous précise. La langue est claire, malgré les fautes de syntaxe, de grammaire, d'orthographe, puisque les fautes sont calculées. Ils sont pas là pour rendre l'histoire confuse. Et au contraire, pour bien nous montrer le manque d'intelligence du personnage à travers l'écriture. Trois formes d'intelligence, tous des plus différentes les unes des autres. Comme le dit si bien cette citation d'Einstein, que je vais paraphraser, si on juge l'intelligence d'un poisson à sa capacité de grimper dans un arbre, il va passer toute sa vie à penser qu'il est stupide. C'est pas parce qu'un individu est capable de nous réciter le dictionnaire au grand complet qu'il sera capable d'intervenir pour calmer un enfant qui pleure. Et c'est pas parce qu'une personne n'a jamais réussi à comprendre les divisions longues qu'elle n'arrivera pas à se repérer si elle se perd en plein milieu d'une forêt. L'intelligence, au sens global du terme, c'est l'ensemble des facultés de conception, de compréhension, et d'adaptation. Dans le roman, Charlie, il va passer à travers toutes ces formes d'intelligence-là à différents degrés. Oui, il apprend à bien lire, à bien écrire, à tenir des informations, puis les appliquer. Il apprend à déduire, à raisonner sur des choses concrètes, mais il apprend aussi sur les problèmes éthiques, sur les relations humaines, puis tout ce qu'elles ont de horrible et magnifique à la fois. On voit Charlie comprendre que les gens autour de lui qui se moquent, ils rient pas avec lui, ils rient de lui, et ce sont pas ses amis. De là, il apprend sur sa perception de l'amour puis de l'amitié. Il apprend à reconnaître ses sentiments puis à les exprimer, et à entrer en contact avec les autres, chose que tous les humains font et apprennent généralement pendant l'enfance. L'intelligence de Charlie ne se concentre pas uniquement sur sa capacité mentale à retenir des informations. Devenir un grand génie de la physique, on le voit évoluer dans toutes les sphères de son intelligence en même temps. C'est quelque chose qu'on peut facilement manquer dans le récit quand on se concentre juste à savoir s'il va rester intelligent à connaître des trucs jusqu'à la fin du roman. Mais l'intelligence, c'est pas juste d'être bon à l'école ou de savoir dire des mots compliqués. C'est savoir se débrouiller, savoir rentrer en contact avec les autres, c'est savoir se faire comprendre, comprendre les autres aussi, et admettre parfois qu'on comprend pas puis qu'on comprendra jamais. Charlie doit faire le deuil de son intelligence à la fin du roman, puis il sent sa capacité de se débrouiller par lui-même lui échapper peu à peu. Parce qu'il se force à lire, s'oblige, puis se casse le moral à essayer de retenir des informations. Il ne cherche pas seulement à conserver l'intelligence. Ce qui va lui manquer, c'est ce qu'il a pu découvrir sur le monde et sur lui-même grâce à cette opération-là. C'est bien beau de connaître les capitales des pays puis leurs drapeaux, mais c'est pas ces informations-là qui nous permettent de survivre. C'est un livre et une histoire intemporelle. Par là, je veux dire que même si le roman a été publié dans les années 60, le texte est tout aussi frappant puis d'actualité aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas. Ce qui me fait peur parfois avec la science-fiction, c'est qu'un jour, la science va rattraper la littérature. On aurait la bien fou de la science-fiction du 20e siècle dans une époque où ce qu'on lira sera devenu la réalité. Est-ce qu'on va encore lire des fleurs pour Algernon le jour où il va vraiment avoir une opération pour rendre les gens intelligents? Ou est-ce qu'au contraire, le fait que ce roman-là ouvre déjà des discussions sur l'éthique d'un projet comme ça, sur la moralité d'un projet comme ça, dès la seconde moitié du 20e siècle, prévient pas plutôt de tout le malheur que ça pourrait amener à l'être humain, aux gens en général, puis que ça va faire en sorte qu'on n'essaiera jamais de compléter une expérience comme ça? Il n'y a pas vraiment moyen de le savoir avant d'essayer, I guess. Mais les questions que les gens se posaient en 1959, en 1966 et aujourd'hui en 2021, en lisant ce roman-là, c'est les mêmes questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Parce qu'on n'a jamais eu la réponse. Et peut-être qu'on l'aura jamais non plus. Et toutes ces questions-là vont au-delà des limites de la science. Et par là, je veux dire que le roman nous force à réfléchir à nos relations entre humains et la façon surtout qu'on traite les uns les autres. Comment on qualifie l'importance et la pertinence des gens selon leur quotient intellectuel ou leur capacité de raisonnement? Comment on cherche à perfectionner l'humain sans s'empêcher d'être jaloux et de dédaigner ceux qui y arrivent? C'est pas une façon saine de vivre en jugeant constamment ceux qu'on considère être moins intelligents que nous. Les humains se traitaient de cette façon-là dans les années 60. Ça n'a pas changé avec le temps. Et je doute que ce soit une façon de penser qui va changer dans les prochaines années aussi. C'est donc un roman intemporel. Et tout indique que pour l'instant, ça le restera. Quelque part, c'est un peu triste. Vous trouvez pas? Je me suis demandé au début de ma lecture pourquoi l'auteur nous avait gâché le punch de la dégradation du quotient intellectuel de Charlie directement dans le 4e de couverture. Imaginez comment on aurait pu se sentir si on avait vécu ces questionnements-là en même temps que Charlie. Comment on aurait été touché
C'est déjà déchirant de savoir ce qui allait lui arriver avant que ça lui arrive, alors que lui, il vivait dans l'incertitude. Ça aurait été tellement un suspense violent, là, si seulement on l'avait pas su avant lui, tu sais. Et c'est seulement dans les 50 dernières pages du roman, là où Charlie commence visiblement à décliner, que j'ai compris pourquoi on nous a spoilé. On nous dit d'avance que Charlie conservera pas son intelligence, parce que c'est pas là qu'elle est la vraie intrigue du roman. C'est pas la chose sur laquelle l'auteur veut qu'on accroche puis qu'on bug. On angoisse à découvrir puis à comprendre. C'est les 50 000 autres questions qu'on s'est posées sur l'éthique, sur la moralité de l'expérience, toutes les questions qu'on s'est posées par rapport à la relation humaine, à la façon dont on se traite les uns les autres, de l'évolution du personnage, de la quête de l'intelligence, et ce que ça représente puis ce que ça veut réellement dire, être intelligent. Si j'avais passé toute ma lecture du roman à me demander si Charlie allait garder son intelligence, j'aurais passé à côté de toutes ces questions et de tout ce que le roman veut réellement m'apprendre. Je ne serais pas questionnée sur l'importance de ce roman-là. Peut-être que je l'aurais tout simplement considéré comme une autre œuvre magnifique de la littérature, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Un suspense de malade! Mais qui m'aurait pas aidé à pousser mes réflexions plus loin. Je crois pas. Je pose mes questions sur des textes insignifiants comme sur des grandes œuvres littéraires. Mais j'aurais quand même pu passer à côté de beaucoup de choses. Les romans de science-fiction, comme pourrait l'être genré celui de Des fleurs pour Algernon, c'est des romans que j'ai longtemps considérés comme étant insignifiants. La preuve, si vous regardez ma capsule de Frankenstein de Mary Shelley, j'ai dit clairement au début que j'aime pas la science-fiction. C'est plus vrai. Ça veut pas dire que j'aime tous les sous-genres de la science-fiction, mais j'aime celles comme dans ces romans-là, comme dans Des fleurs pour Algernon, où le questionnement de la nature humaine est poussé, est provoqué par l'évolution scientifique. Je lis pour en apprendre plus sur l'être humain. Puis Charlie avait beaucoup à m'apprendre. C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Je recommande également Des fleurs pour Algernon aujourd'hui même dans ma story Instagram et Facebook pour mon calendrier de l'Avent littéraire, donc jusqu'au 24 décembre, une suggestion par jour. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Partagez-la à tous ceux qui ont un intérêt pour Des fleurs pour Algernon ou tous ceux qui ont un examen qui s'en vient prochainement. Je vous souhaite à tous une excellente lecture et à lundi prochain.